On va terminer cette journée avec un moment que vous attendez, vous nous l'avez dit, mais ça tombe bien, nous aussi, nous recevons Jacques Attali. Jacques Attali est un essayiste, un écrivain, un économiste, vous le connaissez. Il a été conseiller de François Mitterrand, vous le savez bien aussi. C'est une forme d'émotion pour nous que de recevoir une personnalité qui compte, qui a peu l'habitude de s'exprimer sur les questions de vieillissement, de démographie, démographie peut-être un peu, mais en tout cas, c'est un peu contre-intuitif d'inviter Jacques Attali aux Assises nationales des EHPAD, mais il l'a accepté très volontiers, immédiatement même, je dirais. Il a refusé une seule chose, c'est de me dire de quoi il allait parler ce soir. Alors, comme vous, je vais découvrir ça maintenant. Merci Jacques Attali. Je vous remercie de cette invitation. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être des vôtres pour quelques minutes. Le sujet est évidemment crucial et j'en ai beaucoup parlé dans mes livres, autrement que la façon dont on me fait parler dans des citations imaginaires, mais c'est un autre sujet. Le métier que vous exercez ou les activités que vous représentez sont évidemment absolument essentielles à la fois économiquement, géopolitiquement, socialement, écologiquement et philosophiquement. Et pour essayer de dire quelque chose d'un peu décalé par rapport à tout ce à quoi vous avez affaire et essayer de vous être utile, je voudrais replacer tout cela dans un contexte de très long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire à très long terme sur l'évolution du rapport à la mort, du rapport à l'âge, de la place des personnes âgées dans nos sociétés et de ce qui nous attend. D'abord, d'un point de vue démographique, c'est-à-dire géopolitique. Vous connaissez les chiffres mieux que moi, l'espérance de vie de la planète a augmenté de 20 ans en 60 ans, elle a augmenté de plus encore en Europe, et elle est encore à vocation d'augmenter massivement. Pour prendre les chiffres, on pense aujourd'hui que la démographie est une des rares sciences à peu près stables pour l'avenir, en tout cas, sur lequel on peut avoir le sentiment que des tendances stables sont en place. On peut penser qu'en 2060-70, on aura à peu près 23, 24, 25% de la population de la planète qui aura plus de 65 ans. De la population de la planète, j'insiste beaucoup. Mais que si on regarde continent au lieu de 18% aujourd'hui, 17-18%, mais si on regarde continent par continent, on a des surprises. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, mais qui ne sont pas des surprises pour vous, c'est que en Asie, on va être à 32-33 pour le Japon, 27-28 pour la Chine. En Europe, on sera à 28-29%, contre 21-22 aujourd'hui. Aux États-Unis, on sera à 25-26. Et en Afrique, on sera à 5. Je dis bien 5. 5% de la population de l'Afrique aura plus de 65 ans en 2060-70. 4 milliards d'habitants de la planète seront en Afrique en 2080, sur 9 à 9,5. Le 21e siècle, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas le siècle de l'Asie, c'est le siècle de l'Afrique. En tout cas, démographiquement, pour les temps qui viennent. Et si on continue à regarder un petit peu démographiquement sur certaines des dimensions, on se rappellera qu'il y a un très grand nombre de pays dont la population va diminuer de moitié d'ici à 2060. En fait, il y a 28 pays dont la population va diminuer de moitié, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Indonésie, Espagne, Italie. Il y a beaucoup de pays dont la population va diminuer d'un tiers, dont la Chine, l'Allemagne, moins d'un tiers. Et il y a évidemment l'Afrique qui va voir sa population augmenter, puisque plus de la moitié de l'augmentation de la population de la planète va être concentrée sur 7 pays, qui sont de mémoire l'Inde, l'Éthiopie, la RDC, le Soudan, l'Égypte, le Nigeria, les États-Unis, qui sont le seul pays développé dont la population de la planète va continuer à augmenter. Les Philippines. Ça donne une idée de ce qui nous attend démographiquement. On va avoir une population de l'Europe dont plus du tiers aura plus de 65 ans.
et une population de l'Afrique dont 5% aura plus de 65 ans. Est-ce que c'est tenable économiquement? L'exemple du Japon, qui est en avance sur nous dans cette évolution, nous montre que ça peut sembler tenable, puisque le Japon est déjà très avancé dans cette évolution, plus que nous, il en est à 28-29%. Il a une économie dont presque le tiers est fait par des dépenses de gens de plus de 65 ans, ce qu'on appelle la silver economy. Mais ce modèle, qui tient tant bien que mal, est accompagné de contraintes très particulières. Il n'y a pas de migration, en tout cas officiellement, il y en a d'immigration irrégulière. Et surtout, il y a un endettement public absolument gigantesque, bien plus élevé que le nôtre, même si le nôtre est très élevé, et qui n'est tolérable que parce que cet endettement est entièrement possédé par les citoyens japonais. Donc ils ne dépendent pas de l'étranger pour leur dette publique. C'est entièrement les Japonais qui financent la dette. Autrement dit, une population active de plus en plus petite, qui va descendre à 50%, parce que le contrepartie du chiffre des personnes plus de 50 ans, 65 ans, c'est que les personnes de moins de 65 ans qui travaillent, qui vont en gros plafonner à 50%, la moitié de la population, au-dessous de 65 ans, on aura une partie de la population qui va travailler pour les autres de plus en plus petite. Et naturellement, pour que le train de vie soit maintenu, il faut s'endetter. Et donc, la dette est une conséquence du vieillissement démographique. Évidemment, à un certain moment, il y a une limite. Cette limite, elle se situe le jour où il y aura un effacement de la dette, où on exigera le paiement de cette dette par les prêteurs ou les emprunteurs. Il y a quelqu'un qui va payer. Pour l'instant, ceux qui payent au Japon et chez nous, ce sont les générations futures qui reportent le poids de cette dette. Les générations futures de moins en moins nombreuses, les adultes ayant aussi conscience que l'avenir étant si difficile qu'ils n'ont pas tellement envie d'avoir des enfants à qui faire payer leurs propres dettes. Donc on se trouve dans une situation de déni de réalité, de fuite en avant, qui est difficilement tenable, sauf à imaginer différentes échappatoires, différentes solutions de cela. La première, c'est que on ait des grandes migrations qui viennent compenser ce dont je viens de parler. Et évidemment, quand on voit 4 milliards d'Africains pour 450 millions d'Européens, avec une largeur de la mer qui est de quelques kilomètres entre le Maroc et l'Espagne, et un niveau de développement africain qui est ce qu'il est, et un changement climatique qui est ce qu'il va être, on n'a pas beaucoup d'imagination à avoir pour imaginer ce qui peut se passer. Ou alors, à la japonaise, on ferme les frontières, on bloque, et on laisse et on aide les autres, ceux d'Afrique, soit à mourir plus ou moins dignement dans leur misère, soit à se développer pour créer les conditions qu'ils n'aient pas besoin, pas envie de venir chez nous, et que, au contraire, leur développement soit un facteur de notre développement. Toutes ces questions sont aujourd'hui à peine abordées et pas du tout traitées. En tout cas, elles devront l'être parce que nous, notre dette, elle n'est pas une dette nationale. Je rappelle que la dette française est possédée à plus de 60% par des non-français et que nous sommes donc soumis au bon vouloir de ceux qui pourraient estimer que, après tout, la France n'est peut-être pas un débiteur fiable, le moment venu. Pas aujourd'hui, bien sûr, mais le moment venu. Ou alors on peut imaginer une autre solution qui serait une prolongation de l'espérance de vie encore au-delà. Mais après tout, on a augmenté de 20 ans en 40 ans, on peut augmenter encore de 20 ans en 40 ans. Tout est en place pour le faire, mais certains disent qu'il y a des limites, certains disent qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, il y a des tendances extrêmement lourdes à chercher à le faire. On peut même dire qu'une des grandes constantes de l'espèce humaine a toujours été de chercher à vivre plus longtemps. La recherche de l'immortalité est vraiment le grand moteur de l'humanité. On a cherché une immortalité dans l'au-delà, on a cherché aujourd'hui une immortalité terrestre, mais on continue à la chercher, soit pour tous, soit pour les plus riches étant aujourd'hui, comme on le voit par les travaux farfelus sur le transhumanisme à la recherche de cette immortalité, mais aussi une immortalité sous forme d'artefacts. Car c'est une des grandes évidences, c'est que
chacun d'entre nous dans cette pièce est mortel, mais ce pupitre est immortel. Autrement dit, il suffirait d'être tous des artefacts, des objets pour imaginer illusoirement d'être immortel. Donc, la grande histoire de l'humanité, c'est la transformation de l'être humain vivant, fragile, mortel, en un artefact immortel. Et tout ce qui se passe avec la robotisation va dans cette direction. Robotisation qui est à la fois une robotisation rudimentaire par les prothèses ou une robotisation plus subtile et plus difficile à dénoter par la mutation génomique, dont on voit aujourd'hui apparaître les traces de plus en plus approfondies, non seulement par les recherches parfaitement légitimes sur les télomères et les conditions du vieillissement, mais aussi par la recherche génétique qui permettrait dès la naissance d'éliminer les causes du vieillissement. Et après tout, on le voit aujourd'hui apparaître, un grand débat, si vous savez que l'embryon que porte la mère a une espérance de vie statistique de 60 ans et que est-ce que vous acceptez sa naissance? Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais on en sera là. À choisir non seulement la couleur des yeux, le sexe, mais on choisira de prolonger l'espérance, ou pas. Mais sans doute choisira-t-on de prolonger l'espérance de vie. C'est en tout cas ce qu'on peut penser dans une société idéale qui estimerait que vivre le plus longtemps possible est un droit de l'homme. Ceci suppose aussi que ce soit économiquement supportable. Bon, on peut difficilement imaginer qu'une société soit durablement supportable si la part de ceux qui ne travaillent pas augmente. D'autant plus que, contrairement à ce qu'on a pu croire, toutes les études, et il n'y en a pas beaucoup. J'ai regardé avant de venir à l'échelle internationale, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, mais les rares études dont on dispose montrent que, malheureusement, en moyenne, plus les gens vieillissent, plus ils sont gaspilleurs d'énergie. C'est-à-dire, plus les gens sont plus de 65 ans, plus ils dépensent parce qu'ils ont un niveau de vie plus élevé, pour voyager, pour avoir des climatiseurs. Les études existent surtout aux États-Unis, donc c'est évidemment là qu'on voit ces dépenses. Mais il n'y a pas l'hypothèse selon laquelle le vieillissement des sociétés nous mettrait dans une situation écologiquement meilleure est fausse. De même, l'hypothèse selon laquelle le vieillissement de la société nous amènerait nécessairement à une diminution de la population de la planète, donc à un moins grand gaspillage des ressources de la planète, est aussi fausse. En tout cas, pas vérifiée, tout simplement parce que le vieillissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est que dans une partie de la planète. Il est partout, sauf en Inde et en Afrique. Et l'Inde et l'Afrique suffisent. Dans les hypothèses les plus réalistes aujourd'hui, si on peut faire des hypothèses réalistes, sur ce sujet, la population de la planète culmine en 2064, et c'est des statistiques excessivement précises, à quelque chose comme 9 et quelques milliards, 9,7 milliards d'habitants, et elle décline un peu à 8,6, 8,7 à la fin du XXIe siècle. Donc il n'y a pas une chute majeure, il n'y a pas de transformation signifiante à l'échelle d'un siècle qui pourrait permettre de penser qu'on sera moins nombreux, donc on aura moins d'impact sur la population. Donc une population plus âgée qui travaille moins, qui pollue plus et qui est davantage concentrée dans les pays les plus pauvres. Expliquez-moi ce qu'il y a comme scénario de plus catastrophique, de plus explosif que celui-là. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'on aura des mutations. On aura des mutations de toute nature. D'abord, il y a une mutation idéologique. Il faut garder présent l'esprit qu'a évoqué Laurent tout à l'heure, et je sais que Marie en a parlé ce matin. C'est ce qui se passe dans le rapport à la mort que vous affrontez infiniment plus fréquemment que nous tous. Mais pour ma part, j'ai été frappé comme d'un cauchemar absolu, significatif, comme vous, et vous qui en avez été en première ligne, de ce qui s'est passé dans la période où les morts étaient tenus à distance. Et je me suis demandé si c'était seulement un cauchemar passager lié à la pandémie, ou si ce n'était pas un cauchemar qu'il faut dénoncer, et là je l'annonce, je le dis comme quelque chose à dénoncer, qui est peut-être un scénario d'avenir, qui serait le suivant. Nous vivrions
tellement longtemps et les liens familiaux seraient tellement dissolus qu'il n'y aurait plus personne pour accompagner les gens très âgés dans leur fin de vie. La vie serait tellement focalisée sur le présent, sur la distraction, occupation majeure des personnes ne travaillant pas, que le spectacle de la mort deviendrait intolérable et que l'effacement des mourants deviendrait non pas l'exception tragique que nous avons vécue, mais la règle. Et qu'on entrait dans une société terrifiante, où dès que quelqu'un approcherait d'une façon irréversible de la mort, on l'oublierait. C'est le scénario du pire, mais nous l'avons vécu, ce scénario du pire. Et heureusement, nous l'avons vécu comme un scandale, nous ne l'avons pas vécu comme une hypothèse acceptable. Gardons présent à l'esprit que ce risque existe dans une société qui ne saurait plus donner du sens à la mort, qui ne saurait plus donner du sens à la famille, qui ne saurait plus donner du sens à la relation, et qui ne ferait qu'isoler les personnes âgées, les isolant de plus en plus jusqu'à l'oubli. C'est pour ça qu'il me semble qu'une des grandes questions qui se pose aujourd'hui est évidemment la question philosophique et la question de l'activité au sens large des gens au-delà de 65 ans. D'abord, il est clair qu'il va falloir travailler au-delà de 65 ans. Je pense qu'on ira, heureusement, avec une période où, sur 3 ans gagnés dans l'espérance de vie, il y en aura 2 consacrés à la retraite et 1 consacré au travail. Je pense que dans une société qui serait idéale, meilleure, on se débarrasserait de ce mot de retraite, qui, à mon avis, est un mot épouvantable. Il y a plein de mots épouvantables dans le discours. Charge sociale, vous imaginez ? Charge sociale. Prélèvement obligatoire. Il n'y a rien de pire. Dès que vous dites prélèvement obligatoire, ça peut être que mauvais, alors qu'en fait, c'est des primes d'assurance, les prélèvements obligatoires. Retraite, ça veut dire isolement, retrait. Alors qu'en réalité, ça devrait être tout le contraire. Ça devrait être au contraire une nouvelle forme, et c'est pour beaucoup, une nouvelle forme de vie, d'activité, de partage, de création, d'apport, de transmission. Où on peut imaginer que jusqu'à une période très âgée, et de plus en plus, les personnes ayant dépassé l'âge du travail au sens traditionnel travaillent à autre chose et apportent à la société autre chose qui n'est pas comptabilisé dans le produit national, qui devrait être qu'une fraction tout à fait partielle de la comptabilisation des richesses produites, qui ne se limitent pas aux richesses marchandes, mais qui sont composées de bien d'autres choses que les richesses marchandes, et on devrait pouvoir compter les richesses produites par les gens qui racontent des histoires à leurs petits-enfants, animent des clubs de sport, et font toute une série de choses diverses, en dehors du fait de transmettre du savoir aux jeunes savants, aux jeunes ingénieurs, aux jeunes ouvriers, aux jeunes cuisiniers, etc., etc. Donc il y a toute une partie de l'économie matérielle qui devrait être recomptée dans la création de richesses et qui ne l'est pas aujourd'hui. Et qui, si elle l'était, redonnerait encore plus de sens à ces activités. À condition, pour cela, évidemment, de ne pas isoler ces personnes, de ne pas aller dans une situation d'isolement. Et c'est bien cela auquel les métiers auxquels vous êtes confrontés et que vous exercez sont si importants. Il me semble que le grand mot de demain, dans votre métier comme dans beaucoup d'autres, c'est le mot d'hospitalité. Si on veut que nos sociétés soient vivables, il faut que chacun soit en situation d'être un hôte, avec ce double sens extraordinaire du mot hôte, c'est celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et un lieu de réception de personnes âgées, c'est aussi un lieu où on est reçu et où on reçoit. Ce qui veut dire d'ailleurs que le rapprochement entre les métiers de l'hospitalité et le métier du tourisme va être de plus en plus grand. D'ailleurs, le tourisme qui est il va perdre grande partie de ses dimensions classiques, en raison des conséquences écologiques du tourisme de masse, va gagner beaucoup de nouveaux métiers dans l'hospitalité. Et les grands concurrents des EHPAD, pour moi, c'est les grandes chaînes de tourisme. Vous le savez, c'est pas nouveau. Comme d'ailleurs, les grandes chaînes d'hôtellerie vont jouer un rôle très important dans la reconfiguration des sièges sociaux des entreprises.
on voudra travailler dans des lieux qui ressemblent à des hôtels où on a des salles de réunion, des salles de réception, des salles de sport, toute une série d'activités qui font qu'on a envie de venir et pas seulement de rester en télétravail. Et donc cette flexibilité, cette situation dans le travail, comme dans la retraite, d'être à la fois chez soi et ailleurs, de ne pas être tout le temps cantonné quelque part, d'être à la fois créatif et au repos, va devenir absolument, je crois, essentiel. Et vous devez vous préparer, je crois, à une telle évolution. Je sais que vous y pensez, vous y préparez, vous n'avez pas besoin de moi pour cela, mais cela me semble une direction majeure qui va être renforcée par les tendances actuelles et qui va exiger encore plus de savoir valoriser ce qui n'est pas la valorisation marchande, de savoir donner du sens à cela. Si on n'y arrive pas, on aura une société caricaturale où ceux qui sont sortis du monde du travail seront considérés comme des poids, des charges, on le voit aujourd'hui, dont le prix ne sera payé qu'aussi longtemps qu'il y a des personnes qui attacheront de l'importance à ces personnes âgées. Et plus le lien familial se distendra, moins on acceptera de payer pour les personnes très âgées, puisqu'on ne sera plus concerné par elles, même si on oubliera que nous-mêmes, on le sera un jour. Et donc, il est très important de faire en sorte de valoriser cette activité. Je pense que c'est aussi quelque chose que vos métiers pourraient faire, vos activités pourraient développer. Faire en sorte qu'on soit à la fois actif et contemplatif. Et pour reprendre ce très beau poème japonais qui disait « Quand tu es à la maison, pense au voyage. Quand tu es en voyage, pense à la maison. » Je vous remercie.